Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur votre parcours de femmes blessées par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou de la reconnaissance de ce que vous avez vécu, alors vous êtes au bon endroit. Si votre quotidien avec votre cicatrice est parfois difficile, qu'elle soit issue d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, alors vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne. Si vous voulez rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes cicatrices que vous, si vous cherchez à mieux vivre votre quotidien, si vous cherchez des conseils, une lingerie adaptée, alors retrouvez-nous sur Wounded Women officiel sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok et notre site internet. Vous écoutez Wounded Women le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Dans cet épisode un peu spécial, je recueille le témoignage de Valérie, ma maman, dont le parcours de soins liés à son endométriose et toutes les difficultés gynécologiques associées ont créé aussi chez elle, en plus des cicatrices physiques, des cicatrices psychologiques. Je la remercie chaleureusement parce que j'ai aussi appris des choses pendant cet épisode, bien que nous discutons souvent. Et je pense que son parcours, à la fois de patiente mais aussi de soignante, vous aidera et pourra répondre à de nombreuses questions. Je vous remercie par avance pour peut-être les mots que vous pourrez lui envoyer et je vous souhaite une très belle écoute. Merci maman de venir sur le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Bonjour, je suis très contente d'être là avec toi. Est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Valérie, j'ai presque 59 ans, je suis infirmière en salle de réveil au bloc opératoire, j'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. Et de quelle cicatrice veux-tu nous parler aujourd'hui ? Je vous parlerai bien de ma cicatrice d'hystérectomie que j'ai eue quand j'avais 40 ans et qui a engendré aussi avant et après des cicatrices psychologiques. Ok, et cette cicatrice, du coup, elle est liée à ton endométriose. Oui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ton parcours ? On sait que c'est des parcours qui sont très compliqués, surtout, j'ai envie de dire, à ton époque, sans te vexer. Non, tout à fait. Donc, on m'a découvert mon endométriose, j'avais 18 ans et quelques mois. Parce que au lycée, dans la cour du lycée, j'ai été prise de grosses douleurs abdominales, donc on m'a emmenée en urgence à l'hôpital. Et là, comme j'étais majeure, ils n'ont même pas prévenu mes parents ni quoi que ce soit, ils m'ont emmenée au bloc opératoire pour me faire une cœlioscopie. Et quand je suis remontée du bloc, il y a un médecin qui est venu me voir en me disant bonjour, donc voilà, vous avez de l'endométriose, vous n'aurez jamais d'enfant. Ouais, c'est hyper violent. Alors en plus maintenant, toi, tu es professionnelle de santé, j'ai envie de dire, donc la violence, j'imagine que tu l'aperçois en doublement parce que jamais tu dirais ça, j'imagine, à un patient. Tu étais jeune, tes parents, donc mes grands-parents, ils n'étaient pas là. Et du coup, la cœlioscopie, juste pour préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien juste préciser ce que c'est comme acte chirurgical ? Parce que c'est quand même une petite chirurgie. C'est une petite chirurgie, effectivement, sauf que moi, à 18 ans, je ne savais pas ce que c'était. Oui, c'est ça en plus. Quand j'ai demandé à l'infirmière ce qu'on allait me faire et qu'elle m'a expliqué qu'on allait me faire une cœlioscopie et que je lui ai dit « mais c'est quoi une cœlioscopie ?» Et elle m'a dit « on va vous opérer par le nombril ». Et moi, je me suis dit « ah bon, ils vont m'opérer par le nombril, mais on a un trou dans le nombril ou Et donc là, déjà, elle s'est moquée de moi. Bref, après, j'ai pu demander. Donc, une cœlioscopie, c'est une opération par laquelle on introduit une caméra effectivement au niveau de l'ombilic et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. On peut faire 1 ou 2 ou 3 autres petits trous pour passer des instruments pour aller retirer certaines choses. Voilà.
Oui, c'est ce qu'on appelle ce que certaines fois on peut appeler une chirurgie exploratoire, une petite chirurgie exploratrice, pardon. Oui, tout à fait. Et c'est ce que peuvent aussi vivre des femmes. Donc quand on a besoin d'aller voir entre guillemets ce qui se passe pour des soucis gynéco Oui. Ou dans des parcours PMA, Oui. C'est vrai que souvent on recommande ça parce que c'est Oui. entre guillemets le moins invasif, mais c'est quand même assez invasif. Ce qui est invasif, c'est effectivement le passage de la caméra au niveau de l'ombilic. C'est là où c'est le plus gros et c'est par là aussi qu'on insuffle l'air, parce qu'on insuffle de l'air pour décoller les organes, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que bien souvent, l'air, faut qu'il s'évacue. Et bien souvent, alors qu'on a une cœlioscopie au niveau de l'ombilic, on a mal dans les épaules, parce que l'air s'évacue par le haut. Ah, d'accord. Voilà. Je ne savais pas. Et effectivement, c'est une chirurgie où on peut opérer d'un kyste de l'ovaire. C'est une chirurgie, malheureusement, qui est utilisée pour les grossesses extra-utérines. Oui. C'est effectivement un diagnostic d'infertilité où on fait des tests, ce qu'on appelle les tests au bleu, pour voir si les trompes sont perméables ou si elles sont bouchées. Enfin voilà, c'est aussi pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas que pour la gynécologie qu'on utilise ça. On utilise ça aussi pour les hernies, pour les vésicules, enfin pour beaucoup de choses. D'accord. Mais en gynécologie, voilà. C'est intéressant parce que les femmes, comme tu dis, alors je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais souvent on leur dit justement que c'est rien du tout, que c'est tout petit, que c'est une petite exploration. Mais parfois, ces 3 points, elles peuvent, si elles cicatrisent mal, ça peut faire comme 3 petites boules d'adhérence et qui sont assez douloureuses, surtout que c'est au niveau du... Surtout à l'ombilic. Voilà, à l'ombilic, ouais. Et puis c'est là où on ferme le pantalon. C'est ce que j'allais dire, c'est même avant de mettre un pantalon, c'est, on va dire bien souvent, la majorité du temps, c'est le point qui fait le plus mal. Ouais. Mais là, en fait, attends, du coup, l'ombilic, tu veux dire on rentre dans le nombril ? Non, en dessous. Donc on fait une ouverture. Oui, on fait une ouverture, ça. Bien sûr. Ah oui, non, mais donc c'est moi, ça. à 18 ans, je pensais qu'on passait par l'ombilic. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'y connaissais rien, oui, c'est ça. Un peu. 18 ans, t'es hyper jeune. Oui, mais bon, je me doutais bien que c'était fermé, mais c'est quand on est perdu, qu'on est amené avec... Et qu'on a mal, et voilà. Ouais, quand police secours vient vous chercher dans la cour de l'école, qu'on vous emmène directement à l'hôpital, pas les parents, qu'on passe de main en main, d'un médecin à l'autre, qui dit à l'autre, tiens, viens voir, qu'est-ce que t'en penses C'est les parties intimes. Les parties intimes, bon, ça déjà c'est violent, puis après on perd ses repères, etc. Et juste, il me semble que tu m'avais dit que toi, quand on t'a parlé de cœlioscopie, t'avais compris à l'époque hystérectomie. Comme ils t'ont pas expliqué ce que c'était, au début, t'as cru qu'on allait te retirer l'utérus. Oui, parce qu'en fait, ils pensaient que c'était une grossesse extra-utérine, puisque je connaissais déjà ton père, on était déjà ensemble, heureusement d'ailleurs. Ils pensaient que je faisais une grossesse extra-utérine. Oui, mais on t'aurait pas enlevé l'utérus pour autant. Mais ils pensaient que j'avais tellement mal que ils pensaient que si, ça saignait à l'intérieur et qu'il y avait eu éventuellement rupture. Moi, j'avais compris hystérectomie. Mais bon. C'était déjà un choc parce qu'en fait, déjà, t'as peur avant. D'ailleurs, c'était sous anesthésie générale. Ouais, donc les cœlioscopies sont toujours sous anesthésie générale. D'accord. Et ça, c'est utile aussi pour les femmes qui écoutent et qui vont avoir une cœlioscopie. Ça leur donne quelques informations. C'est toujours sous anesthésie générale, justement à cause du gaz qu'on insuffle. Et d'ailleurs, avant de parler de la suite, est-ce que s'il y a des femmes qui écoutent et qui vont avoir une cœlioscopie, est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils à leur donner pour plus ou moins bien le vivre ? Poser des questions peut-être avant sur comment ça va être fait. Oui, savoir. Alors, faut éviter tous les commentaires, tout ça qu'on peut trouver sur les sites internet. Il y a des blogs qui sont très très bien faits, mais voilà, une cœlioscopie se passe bien. C'est juste qu'il faut savoir qu'effectivement, le point de l'ombilic va être le point le plus sensible parce que c'est là où passe la caméra, qui est plus grosse que les instruments qu'on passe par les autres trous. Après, c'est une cicatrice comme une autre. C'est qu'il faudra soigner, j'allais dire soigner pas dans le sens du soin, mais soigner dans le sens prendre soin. Parce que, moi j'en ai eu 3 cœlioscopies, donc j'ai fini par avoir un bourrelet au niveau de l'ombilic. Oui, parce qu'à chaque fois ils sont passés par le même endroit, et donc ça fait des petits amas de chair, de tissu.
moi, à cet âge-là, je ne savais pas qu'il fallait masser. Hein, donc, voilà, j'ai un petit bourrelet. Le fameux petit bourrelet Voilà. qu'on a aussi quand on a une césarienne ou en tout cas une cicatrice en bas du ventre. Ok, donc voilà, donc ça c'était donc déjà grosse violence, donc première cicatrice physique et cicatrice psychologique, puisque grosse violence de la part d'un interne, hein, je crois, non? Ouais, c'est un interne. Ouais. Et derrière, tu as eu un suivi. Comment ça s'est passé pour toi? Aucun suivi, en tout cas psychologique. Hein, quand tu annonces ça à quelqu'un qui a 18 ans et quelques mois, hein, il te dit ça, puis après, il sort de ta chambre. Et il te laisse avec ça. Et puis toi, là, sur le coup, tu n'as personne encore à qui parler Non, alors bon, mes parents sont arrivés après, ton père est arrivé après, il a même séché les cours alors qu'il était à Lille, hein. Moi j'étais à Paris, à Port-Royal. Et voilà, après tu t'es soutenu par ta famille, et puis soutenu par ton père qui m'a dit « mais t'inquiète pas, ils disent que des bêtises, on va y arriver ». Et l'endométriose à l'époque, c'était pas... on en parlait très peu, j'imagine que tu savais même pas ce que c'est. Je savais pas du tout ce que c'était, moi. Hein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il t'a dit ça et en plus, tu savais pas, en fait. Non, moi je savais pas du tout l'endométriose. Alors, je connaissais le mot endomètre, qui est donc la paroi interne de l'utérus. Et donc, il m'a juste expliqué que c'était la paroi de l'utérus qui se détachait et qui allait dans le corps. Et c'est après, j'ai eu un rendez-vous après, mais un certain temps après, je crois 3 semaines ou 1 mois après, avec un médecin à Port-Royal, qui lui m'a expliqué ce que c'était et qui m'a dit qu'à la cœlioscopie, ils avaient vu que j'avais une trompe complètement bouchée, un ovaire atrophié, donc il ne me restait plus qu'une trompe et un ovaire pour avoir des enfants. Du fait de l'endométriose. Du fait de l'endométriose, parce que toute la paroi, enfin les parties de l'endomètre donc, qui se détachent de l'utérus et qui migrent dans tout le ventre, qui donnent ces douleurs absolument atroces, c'est comment... Elles suivent exactement le même cycle que les menstruations. Donc ça te fait nécroser, ça te l'avait nécrosé? Eh ben en fait, quand ça se gorge de sang, ça serre. Donc ça avait entouré un de mes ovaires et ça l'avait complètement atrophié. Ah ouais. Et ça avait bouché une trompe quasi totalement. D'accord. Sauf que c'était pas la trompe libre et l'ovaire à peu près normal n'étaient pas du même côté. Ah, c'est pas symétrique? Non, c'était pas du même côté. Donc c'est pour ça que pour eux, je ne pourrais jamais avoir d'enfant. D'accord. Et donc, ce médecin qui m'a reçu m'a dit, voilà, la seule solution pour arrêter les douleurs, pour éventuellement, parce que là, il me parlait déjà de prélèvement d'ovocytes, etc., ouais. C'est un traitement hormonal. Donc, à l'époque, le traitement hormonal, c'était de l'orgamétril et du danatrol. C'est bien, parce qu'en 3 mois, j'ai pris 18 kilos. Ouais. Et ça, on ne m'avait pas prévenu. Ouais, ça, c'est hyper violent. Ouais. Donc, j'avais 18 ans. En 3 mois, donc, je suis passée de la taille 36 à la taille 44. Ouais. Et oui, heureusement que je connaissais déjà ton père, parce que je détestais mon corps. Ouais. C'est violent, psychologiquement, c'est violent. Et puis là, a commencé un peu les moqueries des autres. Hein. On m'a traité de bonhomme Michelin, alors de grosse, de grasse, de truie. On m'a demandé jusqu'où j'allais rouler. Enfin voilà, on m'a dit vraiment des choses méchantes, très méchantes. Mais moi, mon objectif, c'était d'avoir des enfants. Donc, tant pis. Il fallait... tant pis. J'ai supporté et j'ai eu cette chance. C'est que j'ai été énormément soutenue par ma famille et par ton père à l'époque, qui m'ont acceptée telle que j'étais, qui ne m'ont jamais fait une seule réflexion sur mon apparence, sur mon poids, même sur ce que je mangeais, parce qu'il n'était pas question non plus à 18 ans de se priver de tout. Ouais. Même si je faisais très attention, quelquefois, non, mais voilà, c'est pas parce que tu avais pris du poids, voilà, c'est ça, je me permettais glace, de temps en temps, voilà. Gâteau, Et jamais, personne de ma famille ne m'a dit mange pas ça, c'est pas bien pour toi. Parce que ça, c'est insupportable, en fait, d'entendre ça. Mais bien sûr. Et donc, j'ai pris ça. Donc là, j'avais 18 ans. Mais tu avais un suivi? C'est-à-dire, une fois que tu as eu ce médicament, quand même, tu étais suivie? Oui, tous les 3 mois. À Port-Royal, parce que... Ah oui, quand même. Voilà, donc ils ne t'ont pas laissée toute seule, quoi. Si, j'étais suivie uniquement pour renouveler mon ordonnance.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, ils te checkent d'un point de vue médicamenteux, ou je sais pas comment on dit, mais par contre, pas d'un point de vue suivi de l'évolution de la maladie. Psychologique. Alors, psychologique, évolution de la maladie, est-ce qu'ils t'ont refait des échos? Est-ce qu'à l'époque, on faisait des échos Non. Non. D'accord, Non. ils pratiquaient pas comme ça. Non, ils pratiquaient pas comme ça. Alors, je te parle de ça, c'était en 85, hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Et donc, intéressant pour tous ceux même avant, qui ont une endométriose aujourd'hui, ou des soignants, ou ceux qui veulent aider justement les femmes qui ont une endométriose. Ton témoignage, il est hyper intéressant, parce que voilà. Non, je dis 85, c'était avant. 85, ça a été l'arrêt de mon traitement. Donc, c'était avant. Bah, c'était avant, puisque c'est 18 bien avant. ans. Oui, t'avais 18 ans, donc c'est les années 70. C'est ça. Et 79, par là. Ouais, c'est ça, début des années 80. Ouais. On n'est pas un an près. Ça remonte. Et donc, voilà, j'ai eu ça pendant 3 ans. Et est-ce que ça t'a metté en aménorrhée? Ah, complètement. Voilà, aménorrhée totale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'était le traitement qui te permet... En fait, ce traitement, on devait te mettre en aménorrhée pour stopper les saignements. Sauf que du coup, un des effets secondaires, c'était la prise de poids. C'est vrai, j'ai pas dit. En fait, le traitement hormonal, c'était pour me mettre en aménorrhée. Donc, pour les femmes qui ne connaissent pas, être aménorrhée, c'est plus du tout de cycle. Ouais, plus de règles. Plus de cycle. Plus de cycle. Et donc, plus de règles. Plus d'ovulation et plus de règles. Et donc, voilà. Et ben, quand j'ai eu mon bac, j'ai pris mon temps, je l'ai passé 2 fois, hein, donc hop. J'ai eu la chance, en rentrant à l'école d'infirmière, de rencontrer un gynécologue qui venait faire des cours et qui était, mais d'une bienveillance, d'une gentillesse, qui avait un âge... alors, pour moi, à l'époque, qui avait 20 ans, je trouvais qu'il était un peu vieux, mais je dirais qu'il avait à peu près mon âge de maintenant. Et on se sentait très proche des femmes, etc. Et donc, à la fin d'un cours, je me suis autorisée à aller le voir, à lui raconter mon histoire et lui demander s'il voulait bien me recevoir et me suivre. Il m'a dit que oui, tout à fait. Donc, c'est lui qui m'a fait pratiquer ma deuxième cystoscopie, qui m'a changé mon traitement hormonal en le faisant plus léger. Donc, j'ai arrêté... Oui, parce que j'ai pris 15 kilos en 3 mois, puis après, je prenais petit à petit, même si je faisais un régime presque draconien, mais enfin bon, voilà. Oui, on sait en plus aujourd'hui que les régimes, en réalité, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il y ait un nutritionniste qui t'aide à compenser la reprise d'hormones. Et t'aider, malheureusement, mais aider ton corps, non, ce que je veux dire, c'est aider ton corps à manger sans avoir faim, sans avoir de fringales, etc., pour que quand tu te fasses plaisur, tu culpabilises pas. Parce qu'en plus, j'imagine que tu avais t'avais une culpabilité permanente dès que tu te faisais plaisir, alors que, entre guillemets, tu y avais le droit. Enfin, je veux dire, voilà. Et oui, tu n'as juste pas dit donc, que tu voulais être infirmière. Est-ce que tu penses que c'est lié à ton vécu ou c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire? C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, puisque déjà petite, je soignais mes poupées, je leur faisais des pansements, je leur faisais des piqûres aussi. Tout ça. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Je voulais m'occuper, je voulais m'occuper des gens, en fait. D'accord. Je voulais soigner les gens. Du coup, donc, malgré ta maladie, toute cette lourdeur psychologique, tu as passé le concours que tu as eu. Et donc, tu es rentrée à l'école d'infirmière au Diaconesse. À Paris, ouais. À Paris. Et donc, tu as rencontré ce gynécologue. En deuxième année. Où tu as eu le fit et tu t'es dit, je veux que ce soit le praticien qui me suit. Je vais lui demander s'il veut bien. Voilà. Mais j'aimerais bien. Et effectivement, donc, il m'a reçu. C'est lui qui, en deuxième année... d'école d'infirmière qui compte 3 ans, m'a dit il faut que je vous fasse une nouvelle cystoscopie pour moi aller voir où ça en est. Et donc maintenant je savais ce que c'était, mais la prise en charge a été complètement différente. Elle était bienveillante. Et donc il m'a redonné un traitement pour 9 ou 10 mois. Il m'a dit, on se revoit dans 9 ou 10 mois. Et là, j'étais en 3e année. Il m'a fait une cystoscopie. Donc la 3e? La 3e. J'étais en début de 3e année. Oui, c'était... Je dis oui parce que je connais la suite. J'étais en début de 3e année. Et là, donc, il m'a fait ma 3e cystoscopie. Et à mon réveil, il m'a dit, vous êtes en rémission. Vous n'avez plus rien. Mais je vous donne 6 mois pour faire un bébé, parce que si ça revient, malheureusement, ça sera définitif.
Alors ça, c'est bizarre parce que ce côté rémission, etc., aujourd'hui, on sait qu'en fait, l'endométriose, elle partira jamais vraiment. Elle peut être atténuée, mais elle partira jamais vraiment. Lui, ce qu'il voulait te dire, c'était quoi? C'était qu'en fait, l'endomètre, c'était quoi, dissous? Il était complètement... En gros, ton appareil génital était de nouveau clair, quoi. Oui, c'est ça. J'avais plus de... Parce qu'en fait... C'était plus bouché, etc. Alors, mon ovaire atrophié était toujours atrophié, mais ma trompe qui était quasi bouchée était ce qu'on appelle poreuse, c'est-à-dire que elle laissait passer, pas complètement comme une trompe normale, mais elle laissait passer. Et parce qu'en fait, quand on a de l'endométriose, la paroi de l'utérus, elle est très, pas comme inflammatoire, mais elle est très épaisse. Ouais. Et là, elle était très fine. Et donc, il m'a dit, voilà, vous avez 6 mois. Alors maintenant, je sais bien. Maintenant, oui. Mais à l'époque, eux, ils pensaient que ça reviendrait pas ou que ça reviendrait. Enfin bon, on n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant. Ouais. Quand on y pense quand même, ce suivi par ce gynécologue-là, il est quand même assez en avance sur son temps dans son approche par rapport même à ce que... Parce que moi, donc j'ai une endométriose aussi, la manière dont moi j'ai été suivie était moins bonne que ce que tu as eu pour ce gynécologue dans les débuts des années 80. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il était quand même... malgré Bon, il lui manquait des connaissances, certes, mais c'était plutôt bien. D'un point de vue suivi, il t'a accompagné. T'as eu un vrai accompagnement. Ah ouais, j'étais... d'abord, il était... Quand il m'avait demandé... Bon, là, je reviens un peu en arrière, mais quand il m'avait demandé ce que je prenais comme médicament, quand il avait vu ce qu'il m'avait donné à Port-Royal, il était effaré. Ouais. Effaré. Il m'a dit, mais c'est énorme, c'est trop... Donc, voilà. Mais le problème, c'est que quand il m'a dit ça, il faut faire un bébé maintenant. T'étais encore en cours. Oui, j'étais en 3e année d'école d'infirmière, mais ça ne me gênait pas parce que 9 mois de grossesse, j'aurais eu... La naissance du bébé serait venue après mon diplôme de toute façon. Ouais. Ce qui me gênait beaucoup, c'est que ton père, à l'époque, était au service militaire en Afrique. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je lui ai dit, reviens vite. Voilà. Et puis après, voilà, ça s'est fait comme ça. Et tu vois, j'ai été diplômée au mois de juin, on s'est mariés au mois de juin, et tu es née en décembre. Donc, belle histoire, parce que du coup, finalement, là, l'endométriose t'a pas empêché d'avoir de bébé au final. Enfin, disons que quand t'as essayé, ça a marché, t'es tombée enceinte. Ouais. Et avant moi, t'as pas fait de fausse couche. Non. Alors on dit arrêt de grossesse, je crois maintenant, on dit plus fausse couche, mais t'as pas perdu de bébé, en tout cas d'embryon. À ce moment-là, en tout cas, t'es tombée enceinte, la grossesse s'est bien passée. La grossesse s'est très bien passée. Ouais, et t'as été suivie par... C'est lui qui t'a suivie aussi pendant ta grossesse? Non, parce qu'on avait déménagé. D'accord. Donc j'ai été suivie par un autre gynéco qui était très bien aussi, qui était... à l'école des Diaconesses, qui était à l'hôpital des Diaconesses, qui était juste derrière l'école. Et tu es née aux Diaconesses, d'ailleurs. Le seul problème que j'ai eu pour ta naissance, c'est que du fait de mon utérus, on va dire, fragilisé, etc., c'est que j'ai fait une énorme hémorragie de la délivrance. Ouais. C'est-à-dire que quand le placenta, après la naissance du bébé, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, mais après la naissance du bébé, hop, le placenta, il se décolle, et après, on l'expulse. Sauf que moi, en fait, quand je l'ai expulsé... Ouais, ça sépare. Normalement, les canaux se referment, en ouais. fait. Quand l'irrigation du placenta, en fait, doit se stopper au moment où il se détache. Et en fait, parfois, elle se stoppe pas. Et toi, c'est ça qui est passé. Ouais. Mais moi, j'ai failli mourir, en fait. Tellement ça a été une hémorragie. L'anesthésie s'est même assise sur moi pour me secouer en me demandant de ne pas m'endormir. Parce que moi, j'étais vachement bien, en fait. Ouais. Bref. Mais ça s'est bien passé. Voilà. Et t'as été transfusée? Oui, j'ai été transfusée. Ouais. Oui, j'ai été transfusée immédiatement sur table d'accouchement. Et ça, donc ça c'est une autre encore cicatrice psychologique, parce que quelque part c'est ce que j'expliquais par rapport à la césarienne, c'est et beaucoup de femmes en parlent, donner la vie devrait pas être proche de donner la mort ou de mourir soi-même. Et quelque part toi tu le frôles un peu à ce moment-là. En tout cas, tu as cette perception. Pas conscience. Mais c'est après. Moi, j'en ai pas conscience parce que... Pourtant, tu es infirmière déjà, donc tu sais. Oui, mais cet état d'hémorragie... Alors déjà, j'étais tellement heureuse de ta venue.
J'étais aux anges sur un petit nuage et j'en ai pas eu conscience parce que moi, j'étais à moitié endormie. À moitié ailleurs, en fait. À moitié ailleurs. Celui qui a été traumatisé, c'est ton père quand il est revenu dans la salle et qu'il a vu l'état de la salle et l'état d'énervement des gens. Ils l'ont mis dehors tout de suite d'ailleurs, mais non, moi c'est après. Après, je me dis, oui, j'aurais pu mourir et ton père se retrouver veuf avec un bébé. Si ça avait été dans un autre temps, en fait, ils n'auraient pas pu me sauver. Mais voilà. Après, ça s'est très bien passé. Pareil, l'allaitement, j'ai pas été accompagnée non plus. Mais ça c'est quand même, j'ai réussi à t'allaiter 3 mois et demi, ce qui était déjà bien. Ouais, bien sûr. Donc voilà, et puis après... Et l'endométriose, donc à ce moment-là, est-ce que pendant elle n'est pas revenue. C'est ce que j'allais dire par rapport tout de suite. Parce que toi, on n'en a pas parlé, mais tu avais des grosses douleurs de règles et tu avais des règles hémorragiques. Enfin, en fait, ton endométriose, tu disais que tu avais fait ton malaise au lycée, mais en fait, tes symptômes d'endométriose, c'était des douleurs terribles. Des douleurs terribles qui m'empêchaient de marcher. Ouais, c'est ça. Alors, l'endométriose, ça donne d'énormes douleurs pelviennes. Ça donne de grosses douleurs pendant les rapports sexuels. Ouais. Et puis, oui, parce que quand l'endomètre saigne à l'intérieur, ça tombe dans le ventre. Et ce sang qui tombe dans le ventre, il pourrit. Donc, ça fait des grosses... avant que les cellules le détruisent, je veux dire, voilà. Et puis après, ça dépend... Enfin, tu as aussi une endométriose par femme, c'est-à-dire que tu as des femmes qui ont, par exemple, qui ont un endobélie, elles ont le ventre qui gonfle énormément, mais elles ont moins de douleur. Oui. Nous, par exemple, on a énormément de douleur, mais le ventre gonfle assez peu, en réalité, il gonfle pas énormément. Non, je savais pas ça. Voilà, mais on a la même forme. Mais il y a des formes différentes, mais c'est vrai, toi, tu avais aussi des règles hémorragiques. Ah oui, complètement, ouais. Des règles hémorragiques avec caillot, oui. Voilà. Et ça, après, en postpartum, quand tu as eu ton retour de couche, c'est pas revenu, ça? Non, c'est pas revenu. C'est pour ça qu'avec avec ton père, on s'est dit, faut faire un deuxième bébé maintenant. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'avec ta sœur, vous avez pile 2 ans d'écart. Parce qu'on s'est dit, tant que ça marche, voilà, puisqu'on vous avez plusieurs enfants, voilà. Et puis... Et du coup, mais là, t'es plus suivie pour ton endométriose? Non. Tu perds le suivi aussi à ce moment-là? Complètement, ouais. Parce que ça a une incidence sur la suite, quelque part. C'est une incidence, parce que... Oui, mais en fait, parce qu'on a déménagé plusieurs fois, mais quand je retourne voir les gynécologues et que j'ai dit que j'étais suivie pour endométriose avec tel et tel et tel produit, ils me disent, ah oui, ah bon, mais vous avez des enfants? Oui. J'ai des enfants, vous avez de la chance. Ok. Oui. En fait, ils ne me suivent plus. Oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un double, entre guillemets, une double perte. C'est que comme tu bouges, tu changes de praticien et tu tombes sur des praticiens pas formés. Donc du coup, sachant que tu as des enfants, ils se disent que potentiellement tu es guéri. Enfin, en tout cas, ils te proposent rien. Non, même pour quand tu leur dis que tu as mal encore. Voilà. Toi, t'as pas reçu forcément plus d'infos, donc tu demandes pas forcément non plus. Tu n'es pas à la recherche absolue de trouver non, parce qu'on n'en parle pas à l'époque. Voilà, c'est ça. Non, mais donc du coup, il faut le dire quand même, parce que moi je suis quand même assez persuadée que la manière dont ça se termine, donc par ton hystérectomie, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a une perte de suivi. Et que arrivant vers un âge où tu n'y étais pas encore, mais vers la ménopause, et on sait justement les nouveaux dérèglements hormonaux qu'il peut y avoir, si tu avais été suivie, peut-être que tu ne serais pas allée jusque-là non plus. En tout cas, tu n'es plus suivie. Peut-être. Non, je ne suis plus suivie. Non. Et puis, donc voilà, il y a eu ta sœur, et puis on s'est dit, puisqu'on voulait 3 enfants, on va... essayer de nouveau de faire un 3e enfant. Et c'est là où j'ai eu un arrêt de grossesse à 3 mois et demi, même un peu plus que 3 mois et demi. Donc, faut attendre un petit peu après. Et donc, après est venu ton frère. Ce qui fait que c'est pour ça qu'entre toi et ton frère, il y a 5 ans. Ouais. Vous n'avez que 5 ans, parce que nous, comme on voulait des enfants... on ne voulait pas attendre. Et après, mon frère, là, par contre, c'est revenu, je crois. Alors, pas tout de suite. Alors, c'est après ton frère que je me suis dit, là, il faut que je me reprenne en main pour perdre du poids. Parce que là, je ne peux plus me voir en peinture. Ouais. Puis grossesse sur grossesse, l'allaitement, où il ne faut pas se priver non plus, parce que je vous ai allaité tous les 3. Il ne faut pas se priver non plus, parce que sinon, voilà...
Alors mon poids était stable, mais mon poids était quand même au plafond. Je faisais 87 kilos, je crois. Je m'habillais en 46, super. Et Ouais, puis, enfin, c'est un jugement de valeur par rapport à toi, moi, mais il y a c'est des mon femmes, jugement. voilà, c'est ça, oui, C'est parce mon qu'il y a des jugement femmes à qui moi, se sentent hein. bien comme ça, mais toi, Oui, très bien. c'était pas ton image, Non, l'image que tu c'était avais pas- envie d'avoir. T'étais bah pas non. bien comme ça, en tout cas. Non, j'étais pas bien comme ça. Et donc, j'ai pris les choses en main après la naissance de ton frère et j'ai suivi un protocole de nutrition euh, je ne me privais pas, j'avais pas faim, etc. Et j'ai perdu 25 kilos en presque un an. Oui, que t'as pas repris. Que je n'ai pas repris. Ouais. Voilà. Et donc, mais l'endométriose est revenue. Je dirais bien que ton frère avait 3-4 ans. Oui, et puis en plus, l'endométriose, c'est pas que les douleurs de règles, c'est aussi des mauvaises digestions, c'est aussi Ouais. des crampes, c'est aussi un corps qui est inflammé, donc qui Ouais. développe Ouais, d'autres ouais. soucis par ailleurs. Mais les douleurs, enfin, on passe pas à côté. Les douleurs d'endométriose, quand on a eu, on les reconnaît après. Oui, je confirme. Et donc, non, c'est revenu après. Et quelque part, j'ai un peu appris à vivre avec parce que... On te proposait rien, de toute façon. Non, on me proposait rien. Même pour soulager. Même mon gynéco... Même mon gynéco qui me suivait après, pour soulager. Alors si, moi j'avais un médicament miracle qui maintenant n'existe plus, qui a été retiré du marché, c'était le glyphanant. Ça, c'était très efficace. Ouais. Ça me soulageait beaucoup. Mais si ça a été retiré, j'imagine que c'était pas bon pour notre santé. Je pense. Et donc voilà. Et puis il y a 18 ans... Là, j'ai été... parce que je continuais à avoir des règles, hémorragiques, jusqu'à ce qu'une gynéco me propose de me mettre un stérilet hormonal. Ouais. Bon. Et donc, du coup, de nouveau des hormones. De nouveau des hormones. Alors, de nouveau prise de poids, mais moindre. Ouais. C'est-à-dire que gonflement au niveau... comme l'abdomen, des hanches... mais ça restait quelque chose que je pouvais supporter. Et surtout, ça n'a pas permis de ne plus avoir quasiment de règles et plus de douleurs. Ah, donc de nouveau aménorrhée. Oui, mais c'est un stérilet hormonal, c'est comme une pilule en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était de nouveau pour te mettre en aménorrhée. Alors, c'était pas forcément pour me mettre en aménorrhée, mais c'est le Mirena qui est un stérilet hormonal délivre en permanence une quantité d'hormones assez faible qui fait que tu n'as plus de cycle, effectivement. Tu n'as plus de cycle et je dirais pas tu es en aménorrhée complète parce que tu n'as plus d'ovulation, mais tu peux avoir un petit peu de règles ou alors plus de règles du tout. Ouais. Donc, mais du coup, plus de douleur pour toi. Et voilà. Et plus d'hémorragie surtout. Ouais. Parce que ça me fatiguait énormément. Oui, puis pour en avoir eu, c'est hyper handicapant parce que parfois ça... tu peux rien faire. Oui, puis c'est ça. Puis si ça t'arrive à un endroit, imaginons, tu t'es prévu de rentrer chez toi et ça t'arrive, t'es en voiture ou je sais pas quoi. C'est ce qui m'est arrivé juste avant l'hystérectomie. Oui, alors parce qu'en fait, t'as eu ton hystérectomie parce que t'avais un énorme fibrome et tu saignais... Là, par contre, c'était pas des règles hémorragiques, c'est que tu saignais tout le temps. Ouais, je saignais tout le temps. J'avais effectivement un fibrome alors là, on faisait des échos par contre. Tu vois, ma gynécologue m'avait dit « Oh, il n'est pas si gros que ça. » En fait, il était plus gros qu'un pamplemousse. Donc, je pense que c'était vraiment gros quand on me l'a retiré. Mais en fait, le jour effectivement où ça m'est arrivé, c'était une hémorragie. J'étais dans ma voiture. Ouais. Et là, j'étais en hémorragie. On aurait dit un robinet de baignoire qu'on avait ouvert. Ouais. Donc là, direction les urgences. Ils m'ont gardée. Après, j'ai la chance d'être aux urgences dans la clinique où je travaille. Donc, j'ai pu, par chance, choisir mon chirurgien que je connaissais bien et qui donc m'a opérée. Et l'opération, c'est même pas plutôt, l'opération s'est très bien passée. Mais comme il me connaissait, il m'a fait une cicatrice genre césarienne. Il m'a dit, j'en ai bavé. Si ce n'était pas vous, j'aurais fini par ouvrir dans l'autre sens, c'est-à-dire en laparotomie. Ah, tu me l'avais pas dit ça. Ouais. Ah, tu me l'avais pas dit. D'accord.
Donc en fait, les hystérectomies qui sont faites avec une cicatrice de césarienne, il n'y en a pas tant que ça en fait. Si. Et pourquoi toi? Ah, parce qu'il avait du mal. Parce donc... qu'il avait du mal, oui. il avait du mal à sortir le fibrome et donc l'utérus. Et qu'il il a mis 3h30, je crois. Ah oui. Et en fait, toi, cette opération, par contre, par rapport à tout ton parcours, c'était une délivrance finalement. Une délivrance. Parce que cet utérus, en fait, j'ai toujours eu l'impression, à part l'immense bonheur de vous avoir tous les trois, je me suis battue avec lui. J'ai l'impression de m'être battue avec lui toute ma vie, en fait. Ouais, c'est vrai que quand on pense au lien qu'on a avec notre féminité, c'est assez fort ce que tu dis, parce que c'est une part de ta féminité et une espèce de non-alignement jusqu'au bout, au final, quelque part. Parce que, voilà. Alors, après, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, et moi je les comprends, hein, qui vivent l'hystérectomie comme une perte de féminité, qui doivent faire un vrai deuil par l'hystérectomie. Moi, au contraire. Ça a été... Oui, alors après, pardon, mais c'est vrai que si tu as une hystérectomie après avoir eu des enfants... c'est pas pareil que quand tu as une hystérectomie, que tu n'as pas le choix, et que tu es jeune et que tu n'as pas eu d'enfant. Ça, c'est terrible. C'est effectivement quelque chose de très douloureux et il faut être bien accompagné. Il faut être bien accompagné. C'est très... c'est sa survie à soi, mais à quel prix, quoi, en fait. Oui, parce que ça, au bloc, quand tu étais au bloc ou même en salle de réveil, t'envoies des jeunes femmes, des jeunes femmes plus ou moins jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont des hystérectomies. Oui, et puis qui n'ont pas... Enfin, moi, j'ai eu cette chance-là, c'est que j'ai eu une jolie cicatrice, alors que j'ai massée quasi tout de suite après qu'on m'ait retiré les fils, que j'ai massé, crémé, hydraté, graissé, donc il ne se voit quasi pas. Oui, je confirme. Mais et t'as pas le bourrelet? Non, j'ai pas le bourrelet. J'ai cette chance-là. Au-dessus de la cicatrice. Mais c'est quand même effectivement... j'ai eu du mal, même si maintenant elle ne me gêne plus, j'ai eu beaucoup de mal pendant un certain temps à m'habiller. À la maison, je me mettais soit avec des robes, soit avec des grands t-shirts, sans sous-vêtements, enfin sans culotte, avec un soutien-gorge, mais sans culotte, parce que je ne supportais rien et que la seule chose qu'on m'avait proposée à la clinique, c'était les slips filets. La maternité. De la maternité. Merci les slips filets. D'ailleurs qu'on ne veut plus, by the way. Ouais, mais c'est je pouvais pas mettre mes sous-vêtements à moi. J'avais acheté un ou deux sous-vêtements, donc je donnerai pas la marque parce que c'est une marque qui monte. C'est un peu des slips que mettait ma tante, ma grand-mère. Ouais, des grandes culottes. Des grandes culottes. Mais malgré ça, le frottement. Une fois qu'on n'a plus de pansement, plus de fil, etc., le frottement j'avais la peau très sensible, ça me faisait comme une brûlure en permanence quand ça frottait dessus. Les pantalons, pas possible. Donc voilà, ça a été... Et là, malgré le fait que tu es personnel soignant, en remis ce que tu sais, qu'est-ce qu'on te dit justement pour prendre soin de ta cicatrice? Ça, c'est intéressant, parce que toi, tu as un bagage, tu as des outils, mais est-ce qu'on te dit comment prendre soin de ta cicatrice? Est-ce qu'on te dit ce qui t'attend une fois que tu as ta cicatrice chez toi, que tu vas pas pouvoir t'habiller, etc.? Alors, je ne sais pas si les chirurgiens en parlent. Je crois qu'il y a quand même maintenant pas mal de chirurgiens. Alors, gynéco. Les autres chirurgiens, je pense qu'ils n'en parlent pas. Ouais. Tout ce qui est chirurgie esthétique, réparatrice ou tout ce qui est viscère. Je ne suis pas sûre que ces chirurgiens-là en parlent. Ah non, on ne m'a pas du tout préparé préparé, c'est-à-dire que c'est l'aide opératoire de mon chirurgien qui m'a effectivement dit comment prendre soin de ma cicatrice. Le chirurgien. Oui, mais ça, c'est déjà super bien. Et non, on m'a pas expliqué forcément que j'aurais du mal à me redresser complètement, que j'aurais du mal au départ à marcher normalement, que j'aurais du mal... ne serait-ce que pour s'asseoir sur les toilettes pour faire pipi ou aller à la selle. Enfin, je veux dire, voilà. Non, j'étais pas préparée à ça. Ce qui fait que, tu vois, ça m'a changé aussi, moi, ma façon de travailler. Changer la façon de travailler. C'est-à-dire que maintenant, en salle de réveil,
C'est des conseils que je donne aux femmes qui ont ce genre de cicatrices, que ce soit gynécologique ou autre. Je leur donne des conseils. Ouais. Tu leur dis, et puis tu Que, leur dis aussi, vous allez peut-être avoir ça, ressentir exactement, ça. Exactement. Qu'en fait, qu'elles n'aient pas l'impression que c'est elles. Parce qu'en fait, pour ceux qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas forcément écouté les autres, en tout cas l'introduction, et qui ne savent pas forcément. Donc moi, j'ai une endométriose, mais je n'ai pas été opérée pour ça. Moi, j'ai eu une césarienne faite en urgence. Et du fait de mon endométriose, en tout cas de mon métabolisme, je fais beaucoup d'adhérence de base. Même quand je n'ai pas de cicatrice, j'ai beaucoup d'adhérence. Donc j'ai beaucoup de douleur. Et c'est vrai qu'on nous prépare pas en fait à cet handicap qu'on va vivre au quotidien et on pense en fait que c'est nous qui sommes nuls en fait. On fait des chuchotes, oui, on sait pas s'en remettre, mais ils m'ont rien dit, donc c'est que normalement c'est facile. Et donc on pense qu'on est seul à galérer en fait. Et toi tu dis, bah moi je suis infirmière, je sais, j'ai un bagage, mais j'aurais pu me sentir comme ça aussi. Et du coup, peut-être même tu t'es sentie comme ça aussi. Ah bah bien sûr. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi qui suis plutôt active, là, je peux rien faire. Les premiers jours, c'est... tu vas te promener entre... alors, la chaise, non, parce que c'est douloureux, mais entre ton canapé, ton lit, un fauteuil moelleux, ton canapé, le lit, un fauteuil moelleux. Tu dis, mais attends, je vais pas rester comme ça... Et puis, cette douleur qui t'empêche de te redresser vraiment. Et puis, tu te dis, mais est-ce qu'un jour, je vais réussir à m'habiller correctement, ne serait-ce que pour sortir un petit peu de chez moi? Quand est-ce que je vais pouvoir retourner faire des choses un peu, m'aérer l'esprit? Enfin, voilà. Donc, c'est pas facile. Et moi, ça me permet, encore maintenant... de discuter avec ces femmes et même les hommes, parce que tu as des hommes aussi qui ont des cicatrices abdominales, et de leur dire... alors bon, les hommes, quand tu leur dis qu'il va falloir masser la cicatrice, etc. Ils mettent déjà pas de crème de visage, alors. Oui, voilà, c'est limite, ils te regardent d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais. Non, mais par contre, au moins, en fait, même si sur le coup, ils réagissent pas forcément, ils savent que si ça leur arrive, tu les as prévenus, et ils se sentent pas seuls, et ils se disent pas, ok, c'est moi qui y arrive pas ou j'ai un problème, en gros. C'est comme pour les femmes qui ont des cœlioscopies. Ça, c'est hyper précieux. Je leur dis aussi, donc là, oui, c'est... quand je leur demande avez-vous mal au ventre, comment vous vous sentez, êtes-vous confortable, etc., qui me disent j'ai mal au ventre, et je leur dis c'est au niveau de l'ombilic. Elles me disent oui c'est là, donc voilà. Et puis après je dis vous risquez aussi d'avoir même mal jusque dans les épaules. Et bien souvent, on me dit, bah oui, j'ai mal aux épaules, comment ça se fait? Et donc, je leur explique, etc. En fait, ça rassure. Mais bien sûr. Ça rassure au lieu de se dire, bah bon sang, j'ai été opérée sur le bas du corps et j'ai mal dans les épaules. Oui, bien sûr. On m'a attachée par les bras? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Donc voilà, je me sers de ma propre expérience pour aider les autres et donner des conseils, parce que c'est important de ne pas se sentir un petit peu délaissée. Moi, j'ai été complètement délaissée sur tout ce parcours. Oui, depuis le départ. Depuis le départ. Ouais. Mais là, quand tu as eu ton hystérectomie, donc voilà, le chirurgien qui fait un travail incroyable, qui prend le temps et tout. Oui, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais comme toi, et beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, j'étais pleine d'adhérence. Et il l'a vu quand il t'a opéré? Ah bah oui. Ah oui, tiens, tu m'en as pas parlé, ça. Oui, et le risque c'était de toucher les autres organes. De toucher les autres organes et surtout le côlon. Ouais, et c'est vrai, alors ça, je connais pas les chiffres, mais je sais qu'il y a sur des hystérectomies, ou en tout cas des explorations sur des femmes qui ont beaucoup d'adhérence, je sais que parfois, il y a des soucis avec... Il y a des plaies sur le côlon. Ou la vessie. Parce qu'il y a beaucoup d'adhérence et qu'il faut retirer et que c'est compliqué, y compris des femmes qui ont de l'endométriose et qui ont de la chirurgie pour enlever justement les adhérences parce que leurs organes sont trop atteints. Parfois, malheureusement, il y a des... En plus, complications avec cet utérus rétroversé, très rétroversé. Ah oui, donc il a eu du mal en plus. Ah oui, il a eu du mal, mais bon. J'ai eu cette chance, c'est que ça s'est très bien passé. Et non mais c'est vraiment formidable. Après, moi je sais que je t'ai vu travailler, hein, donc je sais que t'es un professionnel de santé, qui est hyper au soin des patients et voilà, et c'est vraiment une vraie mission pour toi de vie. Mais juste pour revenir, quand t'étais en post-opératoire,
est-ce que... Enfin, toi, tu étais soulagée depuis avoir ton utérus, mais est-ce que ce moment de post-opératoire, c'est une cicatrice psychologique qui s'ajoute ou en fait, c'était difficile sur le moment, c'était long et tu t'es un peu dit, ok, pardon, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ça passera. Ou est-ce que quand même, c'est un moment où tu t'es sentie aussi dégradée, toi, dans ta condition de femme? C'est-à-dire, Ah oui, oui. Ah oui, oui. Je me suis sentie dégradée à tous les niveaux. J'avais l'impression d'être une loque, j'avais plus d'énergie, j'étais seule chez moi. Alors, je faisais pas venir d'infirmière parce que je me faisais le pansement moi-même, les injections d'anticoagulants aussi. Et c'est une collègue, une amie collègue qui est venue me retirer les fils. Mais oui, je me disais, mais c'est pas possible. Mais regarde-toi, là, t'es habillée comme un sac. T'as des fringues, des fois, je mettais même les chemises de ton père, parce qu'il est grand, donc comme ça frottait pas. Non, ça a été très difficile. Ça a été très, très difficile. Et puis après, il a bien fallu reprendre le boulot, déjà. Ouais. Et puis, s'habiller, c'était une galère. Donc, je me débrouillais comme je pouvais. Je mettais des tissus doux dans mes sous-vêtements pour éviter le frottement des pantalons. Et ta tenue bloc? Ah bah oui, ma tenue de bloc, il y avait un élastique à la taille, donc obligé de prendre la taille du dessus pour pouvoir la monter au-dessus. Non, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Une position debout en plus. Moi, je suis debout toute la journée pendant 11-12 heures. Je suis debout toute la journée, donc la reprise, ça n'a pas été facile. T'as repris au bout de combien de temps? J'ai eu 1 mois et demi d'arrêt. C'est long et pas long en même temps. Avec le recul, je trouve que c'est pas très long. Ouais. C'est pas très long, mais puis tu mets du temps à reprendre le rythme, à reprendre. Et puis physiquement, toi, à supporter ta fatigue. Puis tu dois soulever des patients, retourner des patients, tu fais des efforts aussi. Tu dois déplacer des brancards, etc. Tu fais des efforts. Et sur cette zone du corps où tu engages les abdominaux, donc forcément, ça tire sur ta cicatrice. Oui, et puis quand tu t'approches des patients, pour peu qu'ils se réveillent, puisque moi je les réveille, donc pour peu qu'ils s'agitent un petit peu, bim, un coup dans le ventre, là tu t'assieds par terre, tu pleures. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais. Et comment. Par rapport à ta blessure psychologique, à ton endométriose, tout ce parcours où tu t'es sentie seule et aussi. Quelque part, le mot est un peu fort, mais humiliée par un système qui t'a fait changer l'image de toi qui ne te plaisait pas, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Est-ce qu'après, en fait, la cicatrice physique de l'hystérectomie, est-ce que quelque part, c'est venu un peu guérir cette blessure psychologique, ou tu penses que finalement, elle va jamais vraiment partir, tu vois? Alors, j'ai d'abord la première blessure psychologique. Parce que je le revois encore, il y a 40 ans quand même, mais je revois encore sa tête à cet interne qui m'a dit « vous n'aurez jamais d'enfant ». Déjà, grâce à ton père qui m'a toujours encouragée, donné du courage, etc. Là, je peux lui dire « tiens, hop, j'en ai eu 3 ». Oui, donc celle-là, elle est guérie. Donc tu as le choc de l'annonce, mais c'est plus qu'un fait quelque part. Voilà, après c'est... Ma prise en charge avant la première celluloscopie, quand tu as 18 ans, que tu es en position gynécologique et que tu es ausculté par un, qui appelle un autre, qui appelle un troisième, voire un quatrième, il a fallu que je dise stop en pleurs pour qu'ils arrêtent. Ouais, t'es pas un hall de gare. Voilà, donc ça par contre, ça m'aide aussi dans mon métier en fait à faire attention à l'autre. Ouais. Oui, que l'autre n'est pas juste un patient, c'est une personne. Exactement, ne pas perdre ce côté humain de mon travail. Donc ça, c'est... Voilà, moi, ce que j'ai eu du mal, en fait, c'est que j'ai toujours, dans ma tête, j'ai toujours cette image qu'on me renvoyait quand on me traitait de grosse ou de bidon Michelin. D'accord, Pour moi, quand je pense à moi, l'image que je me fais de moi, c'est ça. En fait, c'est une image qui toujours aujourd'hui, c'est comme ça que tu te vois, toi? Ouais, c'est comme ça que je me vois, moi. Ouais. D'accord. Ah ouais. Surtout que là, avec la ménopause,
Alors que pendant un certain temps, j'étais stable en poids, j'étais bien dans mon corps. J'avais retrouvé un 38 qui m'allait très bien. Et ben là, avec la ménopause, de nouveau, je me bats avec mon poids. Donc Ouais, mais t'as toujours tes ovaires. Un seul. Ouais. L'autre, il a fait quick. Oui. Quickie, je marche plus. Ce que je veux dire, c'est oui, j'ai que, toujours en mes fin de ovaires, compte, bien c'est pas sûr. avec ton utérus que tu t'es battu, c'est plutôt tes ovaires. Parce qu'en fin de compte, c'est plutôt ton équilibre hormonal. Je dis ça parce que j'ai la même typologie de problème que toi. Et c'est plutôt ton équilibre hormonal avec lequel tu te bats, plus que ton utérus. Alors oui. C'est les deux, quoi. Et puis, le problème avec l'endométriose, c'est que c'est quand même un dérèglement hormonal. Ce qui fait la grande difficulté, là, pour la ménopause, c'est que... comme je suis déjà chargée à mort en oestrogène... Ouais, c'est ça. C'est l'équilibre à trouver, il est hyper difficile. Oui. Ouais. Puisqu'en général, les femmes ménopausées, on leur donne de l'oestrogène. Moi, il ne faut surtout pas m'en donner. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc bon, c'est... Non, mais c'est intéressant pour ceux qui écouteraient cet épisode aussi et qui veulent travailler justement sur des femmes qui ont une endométriose et qui passent en phase de ménopause. C'est que, en fait, aujourd'hui, tu n'as rien comme traitement quelque part t'as rien dans le... d'adapté à une femme qui a une endométriose ou comme toi qui a un dérèglement hormonal. On ne dira pas ce qu'on t'a proposé pour équilibrer, mais disons qu'on te propose quelque chose qui n'a rien à voir, qu'on donne pas pour... Oui. On te donne un médicament qui est lié à une maladie ou en tout cas une pathologie qui n'a rien à voir avec ce que tu as toi, parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait avoir des effets positifs. Tout à fait. Toi, ça te va plus ou moins. Ça me va bien, ça me fait juste prendre un peu de poids. Par contre, ça équilibre d'autres soucis. Mais ça équilibre d'autres soucis de la ménopause. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un champ là pour la recherche, pour aller trouver aussi des solutions. Oui. Parce que si toi, tu as pouvoir quelque chose qui te soulage sans te faire prendre du poids, alors encore une fois, c'est pas un problème de prendre du poids, c'est juste que quand on en prend et qu'on n'est pas à l'aise avec ça, je le redis parce qu'on parle souvent de grossophobie chez Wounded Women. Là, c'est par rapport à son image de soi. Oui. C'est vrai que si toi, tu avais un traitement qui était adapté à tes douleurs et à tes soucis de dérèglement hormonal que tu as toujours, mais qui ne te faisait pas prendre de poids, forcément, tu préférerais. Oui, mais j'ai essayé, puisque la médecine traditionnelle, on va dire, ne pouvait rien pour moi, j'ai essayé nombre de médecines alternatives, naturelles. Voilà, je crois que j'ai tout essayé, en fait. Mais il y a des choses qui me fonctionnaient plus ou moins bien. Mais c'est vrai que là, c'est donc un ami gynécologue avec qui je travaille qui m'a conseillé ça. Et donc, effectivement, ce n'est pas du tout un médicament pour la ménopause. Mais moi, ça me calme. Oui, parce que tes symptômes, c'est sommeil très agité, voire plus de sommeil. Plus de sommeil. Voilà, des bouffées de chaleur, des inconforts physiques. Et des sueurs, mais profuses. Ouais. Profuses. Oui, et pour l'avoir vu, effectivement, tu deviens très rouge et tu te mets à transpirer d'un coup. Ouais. C'est assez impressionnant. Mais quand je transpire la nuit, je trempe mes draps et je me suis acheté des petites serviettes chez Decathlon. Voilà, je trempe 2 serviettes sèche-vite dans la nuit. Ouais. Et avec ça, là, t'es un peu plus stabilisé, donc ta vie est moins un enfer aussi. Quoi. Alors... Là, tu parles d'un enfer à l'autre, quoi. T'as une accalmie après ton hystérectomie. Non, mais c'est vrai. T'as une accalmie après ton hystérectomie. Et en fait, quelque part, en arrivant vers la ménopause, le dérèglement hormonal de la ménopause te remet dans une situation où ton image te convient pas forcément et où t'as des petits handicaps, des handicaps du quotidien, notamment la privation de sommeil, en l'occurrence. Pour toi, le manque de sommeil. Manque de sommeil et... Bon, et les sueurs profuses qui étaient... même quand tu travaillais, qui étaient de jour comme de nuit. Donc, voilà, tu finis... ta tenue de bloc et... Oui, la tenue de bloc, ça se voit bien quand t'es trempé. Voilà, donc... c'est pas facile, mais finalement, j'accepte en me disant, de toute façon, je n'y peux pas grand-chose, mais c'est très gênant, en fait. C'est très gênant. Quand tu t'approches de quelqu'un, même sans le toucher, et qui te dit « Oh là là, mais... » T'irradies de la chaleur. Oh, t'es toute rouge. Oui, voilà, bon... voilà. Non, c'est sûr. Mais donc, tu dirais... Donc, quelque part, tu disais une partie de tes cicatrices psychologiques liées à ton parcours
au fur et à mesure de ce que tu as vécu dans ta vie, sont un peu atténués. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, même malgré ce que tu vis là en ce moment avec ta ménopause, qu'est-ce que tu dirais par rapport à tout ce parcours? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les gynécologues certains que j'ai vus, la seule chose qu'ils peuvent me proposer, c'est des hormones. Et alors, au départ, je voulais pas. J'ai commencé par les traitements naturels, etc. Et puis, quand ça faisait pas effet, à un moment, j'ai dit, je vais quand même tester leurs hormones. Sauf que comme ça faisait pas effet, ils ont été jusqu'à me tripler la dose normale. Ouais. Et quand je leur ai dit, mais ça fait pas d'effet, au contraire, j'ai d'autres effets indésirables, ils m'ont dit, on peut rien pour vous. Oui, c'est vrai que j'en ai vu 3, et 3 m'ont dit, Et là, on parle entre 2017 et aujourd'hui, quoi. Non, mais je veux dire, on parle hyper récent. On parle de là en ce moment. Oui, récemment. Ouais. Très récemment. Et donc, l'hypnose m'a aidée, l'acupuncture, pas du tout. Après, ça dépend si tu es réceptif ou pas. Mais c'est une question personnelle. Je ne dis pas que... Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que tu donnes des pistes aussi aux femmes de choses qu'elles peuvent essayer pour se soulager. La réflexologie, ça m'a aidée aussi, mais ça n'a pas tenu dans le temps. Ça a tenu 3-4 mois seulement. Oui, c'est-à-dire qu'après, quand on refait, ça fait l'effet bénéfique ne revient pas. Non. Ouais, il revient, mais il est plus court. Ouais. Puis après, il revient, puis il est encore plus court. Voilà, la chiropraxie. Enfin bon, j'ai essayé beaucoup de choses, hein, les extraits de plantes. Voilà, mais maintenant, je vis comme ça. Et c'est vrai que ce traitement, qui n'est pas du tout un traitement pour ça, a des inconvénients, mais je supporte les inconvénients par rapport aux bénéfices que ça m'apporte. Et pour finir, avant que tu donnes, si tu as envie, quelques conseils à des femmes qui vivraient un parcours, alors soit de chirurgie, soit lié à l'endométriose, mais avant de passer à ça, est-ce que tu peux juste me dire 2 mots de ce que ça t'a fait en tant que soignante de participer au shooting de Wounded Women? Donc on faisait les photos pour les culottes, donc ils sont des culottes dédiées aux cicatrices du ventre que j'ai créé justement suite à ma césarienne parce qu'il n'existait rien, et donc on a fait ce shooting. Donc il y avait 2 personnels de santé, il y avait toi et Cindy qui êtes toutes les 2 infirmières, toutes les 2 avec des cicatrices aussi vous-même. Est-ce que tu peux me dire, en tant que femme, toi, ce que ça t'a fait de participer à cette journée, de voir toutes ces femmes avec des cicatrices différentes? Parce que du coup, on se les a montrées, les cicatrices en side des photos. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette journée, à toi, personnellement? Écoute, ça m'a énormément apporté, parce qu'au départ, alors je n'avais pas encore, quand je suis arrivée au shooting, je n'avais pas encore essayé tes prototypes, tes culottes. Les dernières, j'avais essayé les premiers, mais pas les toutes dernières, que je trouvais déjà super confortables. Et quand je suis arrivée au shooting, donc j'y venais parce que j'avais très envie de soutenir ton projet. Parce que je trouve que c'est un projet formidable et que je voulais soutenir ce projet. Et que tu étais concernée. Et que tu étais personnel soignant. Oui, aussi. Alors, concernée, moi, je n'ai plus de gêne avec ma cicatrice. Oui, non, mais tu l'as vécu dans ta chair. Je l'ai vécu dans ma chair. Et tu en aurais eu besoin. Ah oui, alors. Ah ça oui, que j'en aurais eu besoin. Ça aurait changé beaucoup de choses. Ouais. Et donc, je suis arrivée effectivement pour soutenir ça. Et puis, soutenir ce super projet. Et puis, comme ça, pour pouvoir proposer à des femmes que je rencontrerais, etc. Et en fait, dès que je suis arrivée dans cet espace, dans cet appartement où, toutes les personnes, je ne connaissais que 2 personnes, toi et Cindy, et elles étaient toutes, mais d'une liberté totale, en sous-vêtements. Il y avait une ambiance, mais chaleureuse, bienveillante. Et moi qui suis pas très comme ça, en plus j'étais la plus âgée, un peu timide, j'ai pas hésité, ni une ni deux, j'ai enfilé les sous-vêtements et j'ai passé une journée une journée extraordinaire, parce que j'ai rencontré des femmes extraordinaires. C'est là où moi je me suis rendu compte que j'avais bien de la chance avec ma cicatrice, qu'il y a des jeunes femmes qui ont eu moins de chance que moi, qui ont été vraiment blessées dans leur chair, mais fortement. Et
aussi psychologiquement. J'en suis ressortie très forte, en fait, et très, très motivée. Et en fait, les culottes, je les ai adoptées parce que je les trouve tellement confortables que maintenant, j'ai même du mal à quand je mets un pantalon un peu serré ou choses comme ça, j'ai du mal à remettre mes propres sous-vêtements. Donc, non, c'est véridique. Hein, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça parce que tu étais quand même un peu team dentelle, quoi. Ah ben, je suis complètement team dentelle, moi. Bah oui, c'est pour ça. Donc, voilà, et je le suis de moins en moins, du coup. Et... Non, mais je voulais dire, c'est hyper gentil de dire ça sur les sous-vêtements, mais moi, j'ai rencontré des femmes... C'est par rapport, tu vois, de voir, par exemple, parce qu'elles écouteront l'épisode, et de voir la cicatrice aussi de Christelle, qui a elle aussi une endométriose, et qui est plus jeune que toi, et qui a eu une hystérectomie. Tu vois, je pense que ça t'était pas arrivé, à part des patientes, mais tu discutes pas avec elles comme tu as pu discuter avec Christelle, par exemple. Ah oui, complètement. C'est là où on se dit, bon sang, il y a des femmes qui ont des parcours... vraiment difficiles. Ouais. Vraiment difficiles. Elles sont marquées dans leur chair et pourtant elles gardent le moral, elles gardent sont solaires. Elles gardent leur enthousiasme. Elles sont solaires, elles sont formidables. Moi, j'ai rencontré que des femmes formidables. J'ai passé une journée, on se connaissait pas et quand on est parti, on avait l'impression de se connaître depuis plusieurs années. C'était très enrichissant, humainement parlant. Et non, c'était très fort. Et c'est chouette parce que du coup, ça me donne de la force aussi, moi, chaque jour pour essayer d'encourager, de réconforter les femmes que j'ai au bloc opératoire en salle de réveil. Parce que, ça pourrait être ces femmes que tu as vues ce jour-là. Exactement. Ouais. Et qui t'ont raconté toute leur vie, ce que tes patients ne peuvent pas faire. Non, les patients ne font pas ça, mais du coup, ça donne une envie de prendre soin, de chouchouter encore plus les gens. Ouais. Tu vois ? On leur fait des gros bisous, du coup, parce qu'elles t'écouteront. Ouais, gros bisous, les filles. Et si parce qu'on va arriver à la fin de l'épisode, si on veut qu'on nous écoute jusqu'au bout, si tu devais donner 1, 2, 3, comme tu veux, conseils, ou peut-être même un conseil, en tout cas, des femmes qui, alors, soit vont avoir une chirurgie et ont peur, soit ont eu une chirurgie et sont perdues, ou alors ça peut être autour de l'endométriose, comme tu veux. Est-ce que là, d'un coup, comme ça, quel conseil t'aurais envie de donner ? Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Eh ben, en fait, je dirais d'essayer de ne pas rester seule, mais c'est pas facile. Maintenant, avec les réseaux sociaux, que moi, j'avais pas à l'époque, on n'avait même pas de téléphone, c'était pas possible. Mais là, il faut effectivement se tourner vers des gens qui donnent des conseils, poser des questions aux chirurgiens, oser dire les choses, oser demander alors qu'est-ce qui va m'arriver et ça va être comment et pourquoi et alors qu'est-ce que ça va me faire et est-ce que je vais avoir du mal à faire ci, est-ce que je vais avoir du mal à faire ça, est-ce que après je pourrais refaire ça et voilà. Moi je leur dis aux patients d'ailleurs, quand le chirurgien va venir vous voir, posez-lui toutes les questions que vous avez envie de lui poser. N'hésitez pas, surtout, c'est le moment, il faut leur poser. Il faut poser des questions au chirurgien pour qu'il l'explique, parce que lui, dans sa tête, il vous dit « je vais vous faire une cystoscopie » ou « je vais vous faire… » Oui, il est dans l'acte. Il est dans l'acte. Ouais. Donc, pour lui, il sait ce que c'est, mais il faut absolument poser les questions et ne pas rester seul, en fait. Ouais. Demander de l'aide. Demander de l'aide. Oser demander de l'aide. Ouais. Ce qui n'est pas toujours facile, mais il faut oser demander de l'aide. Ok. Écoute, merci beaucoup. On a été bavarde, désolée. Non, mais merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie, ça m'a fait bien plaisir. Ça me touche aussi beaucoup, et parce que j'apprends aussi des choses, même si tu m'en avais déjà raconté beaucoup. Et je pense que ça aidera les personnes déjà qui sont des soignants qui nous écoutent, et puis aussi toutes les femmes qui peuvent se reconnaître dans ton parcours, que ce soit chirurgical ou lié à l'endométriose. Et voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je t'en prie. Et on vous embrasse. Merci beaucoup. On vous embrasse. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez,
contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.